Bonjour, bien chers amis, et bienvenue à votre émission Son de cloche. C'est toujours un plaisir agréable de vous retrouver ici pour ensemble cheminer sur divers aspects de notre réalité quotidienne. Aujourd'hui à l'émission, je voudrais vous inviter à nous arrêter sur la famille et spécialement sur l'Observatoire sur les familles en pastorale. Et pour nous entretenir aujourd'hui, j'ai avec moi un grand-papa et sa petite fille. Alors bonjour Gérard. Bonjour Fabrice. Et bonjour Elisabeth. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors je vais commencer certainement par Elisabeth. Comme ça, tu travailles pour ton grand-papa? Oui, je travaille pour et avec mon grand-papa. Pour et avec? Oui. Ben, comment tu l'expliques d'abord? En fait, je travaille pour le site Internet de l'Observatoire, mais je suis aussi animatrice des capsules. Alors, on fait des capsules vidéo à l'Observatoire et c'est moi qui les anime. Ah, OK. Bon, ben c'est vraiment bien. Et puis, pour l'Observatoire sur les familles, certainement, Gérard, qu'est-ce que ça veut dire, l'Observatoire OK. sur les familles? Je vais être un petit peu long, mais il faut bien comprendre ceci. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler en France pendant 6 ans avec ma femme. On y allait au mois d'août et au mois de septembre, et avec tout un groupe de Français, Belges et Hollandais pour différents sujets sur la famille. Alors, un jour, le responsable, M. Xavier Lacroix, donc je lui demande, je dis, Xavier, pourquoi tu nous as choisi deux Québécois? Puis vous autres, bon. Il dit, vous, les Québécois, vous savez faire. Et la conversation continue, et il me dit, cependant, vous ne mettez pas en évidence ce que vous faites, et vous n'écrivez pas comme nous, les Français, on sait qu'ils écrivent beaucoup, vous n'écrivez pas ce que vous faites. Et ça, je me suis dit, c'est vrai qu'on fait de bien bonnes choses ici au Québec. Alors, en revenant, j'ai réuni, donc ça fait 3 ans, en revenant, j'ai réuni des gens qui travaillaient soit en paroisse, soit avec des associations familiales, à l'université, bon, etc. Alors, je leur raconte ça, et on dit, OK, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la fois les gens qui travaillent auprès des familles et aider aussi les familles. Et j'ose dire les familles en toute situation. Alors, on a travaillé pendant 1 an à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, et on a fait l'Observatoire sur les familles. Alors, l'Observatoire sur les familles, donc, comme son mot l'indique, on observe. C'est-à-dire que moi, avec une équipe, on attend des remarques, des confidences de gens qui travaillent avec des familles, ou même des familles, des couples, et qui nous disent, regarde, chez nous, là, on fait quelque chose de très intéressant. D'accord. Parce que souvent au Québec, sans doute à cause des distances, on fait quelque chose dans un endroit et on ne le dit pas. À l'autre endroit, à quelques kilomètres plus loin, on fait la même chose, mais on ne s'en parle pas. Alors, les forces et je dirais les difficultés, on ne se le dit pas. Alors, nous, à l'Observatoire, justement, on veut voir ce qui se fait de beau et de bon, et en même temps, s'il y a des petits problèmes, comment, ensemble, on peut les régler. Et c'est comme ça qu'on est arrivé tranquillement, comme disait Elisabeth tantôt, à développer des choses. Et une des demandes qu'on a reçues, on dit, oui, c'est beau, là, aller sur Internet, mais est-ce qu'on peut voir des choses vivantes, parler, entendre, etc., comme ça? Et on a fait donc les capsules aussi. Donc, l'Observatoire, en gros, là, c'est d'aller chercher ce qui se fait de beau et de bon avec et pour les familles. Je dis avec parce que souvent, c'est des familles qui se réunissent et qui font des choses intéressantes. Mais ils n'en parlent pas, évidemment. Alors, nous, on dit, oui, dites-nous qu'est-ce que vous faites, et si vous avez besoin d'aide, que ce soit au niveau, je ne sais pas moi, parce que nos formateurs, ils ne viennent pas tous de l'université. Oui, c'est ça, j'allais demander. C'est ça, il y a des formateurs qui sont dans le monde économique, dans d'autres milieux, et ensemble, on va les chercher, puis on dit, bien, regarde, à tel endroit, ils ont besoin de faire quelque chose, de les aider dans tel domaine, ou au contraire, ils font des choses qui réussissent, ils ne savent peut-être pas pourquoi, c'est intéressant qu'ils nous disent, et les gens qui sont habitués à écrire, à enseigner, bon, etc., vont récolter le fruit de tout ce travail-là. Et je terminerai ceci en disant qu'on s'est associé avec l'Institut de formation théologique de Montréal, parce que, bon, là-bas, c'est catholique. Je ne dis pas que les autres universités ne le sont pas, là, mais c'est reconnu. Et ensuite, on a des locaux, tout est approprié pour à la fois avoir de la formation universitaire, mais aussi autre formation dans un milieu qui est adapté
l'enseignement très général, et entre autres qui se rapporte à la famille. Bien, merci Gérard. Voilà. Elisabeth, tu Oui. travailles tu fais une formation en webmaster, c'est ça, hein? Et Non, en animatrice, fait, oui. ce que je fais, c'est que je suis au cégep en arts lettres et communication. Donc, l'aspect communication, ça m'aide à animer les capsules. Mais aussi, Armand Bastien, le réalisateur, a pris sa retraite de Radio-Canada, mais lui, il me donne beaucoup de conseils pour être animatrice. Alors ça aide. OK. Et ça, toi, tu travailles avec ton grand-père et pour lui. Oui, c'est ça. Voilà. Et comment ça se passe? Ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, ça Oui. se passe vraiment bien. J'ai beaucoup appris. C'est vraiment une belle expérience. Ça, j'ai apprécié. J'ai beaucoup aussi, appris des techniques pour animer, mais j'ai aussi appris beaucoup des gens qui sont venus. Les gens que j'ai interviewés m'ont appris beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment une expérience intéressante. OK. Et j'ajouterais Oui. qu'avec M. Bastien, donc Armand Bastien, qui travaille à tout faire ce montage-là, disait deux choses. D'abord, Elisabeth, elle est jeune et c'est important qu'une jeune s'intéresse à la vie familiale. OK, bon. Deuxièmement, elle passe bien la caméra aussi. On peut voir un exemple précis, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, c'est agréable, même si les capsules durent à peine 4 ou 7 minutes, c'est agréable de les regarder, et non seulement pour voir Elisabeth, mais aussi on apprend beaucoup, comme disait tantôt, comme tu l'as dit tantôt, on apprend beaucoup des gens qui viennent être enregistrés. Ouais. OK. Donc, vous travaillez beaucoup avec les familles, hein, si je comprends bien. C'est ça. Je dirais davantage, comment je dirais, avec les gens qui s'occupent des familles. OK? Ça peut être quelqu'un qui est célibataire, mais qui s'implique auprès des familles. Mais ça peut être aussi un couple qui vient, qui nous explique son travail dans une association qui est familiale. Ça peut être un curé de paroisse qui dit, voici chez nous comment on travaille avec les familles. Donc, c'est vaste. Okay. Alors, on n'interviewe pas des familles comme telles, mais des personnes qui travaillent auprès des couples et des familles. Et encore une fois, j'insiste sur des familles en toutes situations, parce que oui, on en trouve de toutes aujourd'hui. On en trouve de toutes. Et certainement, nos téléspectateurs et téléspectatrices s'interrogent et se disent, mais un grand-père et sa petite-fille qui travaillent ensemble, c'est certainement un bel exemple de travail intergénérationnel. Alors, comment est-ce que vous situez ça aujourd'hui, lorsqu'on sait que dans la société actuelle, il y a parfois ce conflit, justement, mais qui a toujours existé, mais peut-être de façon plus accrue aujourd'hui, les personnes aînées ne sont pas toujours valorisées. Alors, comment est-ce que... Ça, c'est un fait. Tu me corrigeras là, si je dis des choses fausses, mais très souvent, je vais parler d'un grand-père, père, et parce que j'ai été père, évidemment, je suis père aussi. Oui. Bon. Le père, c'est un bon gars. Mais il est, comment je dirais ça, un peu sévère des fois. Hein? Tu dois suivre des règles. Un grand-père... Ça ne l'est pas. c'est moins sévère. Donc, une différence. On a une responsabilité comme grand-père ou grand-parent, évidemment, là, mais c'est différent de parents. Et souvent, moi, je trouve que, si je me fie à Elisabeth, ses sœurs aussi, la même chose, et mes autres petits-enfants, le lien est différent. Le lien est différent. Donc, c'est intéressant, ce lien entre petits-enfants, peu importe leur âge, j'ose dire. Quand tu dis c'est différent, qu'est-ce qui fait la différence, justement? Bon, écoute, je vais donner un exemple très banal, OK? Moi, en tout cas, j'ai vécu ça comme ça. Au repas, c'est assez silence et mange tout si tu veux avoir ton dessert. Ça, c'est les parents qui disent ça habituellement. Bon, un grand-parent, tu dis, bon, écoute, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Oh, puis tu n'as pas tout mangé, mais le dessert, il est bon, tu vas pouvoir y goûter. Hein? Bon, là, je caricature. Mais souvent, et me demande si les grands-parents ne sont pas un peu plus écoutants. On n'a pas à... Moi, je n'ai pas du tout à éduquer demoiselle. Il n'y a pas de pression, zéro. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est différent aussi. OK. Il y a moins de pression. Et moi, j'aime beaucoup quand mes petits-enfants, dont Elisabeth, m'appellent. Quand papa, je veux te dire quelque chose. Ah, je trouve ça intéressant. La relation est amoureuse, dans le bon sens du mot, affectif, mais, comme tu disais tantôt, moins de pression. Je n'ai pas à éduquer mademoiselle. Bon.
Ça, c'est les parents qui s'en occupent. Et c'est ça. OK. Mais les grands-parents, ils... Bien, on s'en occupe aussi un peu. OK. C'est, Mais c'est plus comme le côté affectif aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Mais comme pour revenir au dessert, les parents, c'est plus besoin d'avoir mangé des fruits avant les desserts. Même mon grand-père, c'est comme tu en prends autant que tu veux. C'est pas... moins comme Juste la limite, là, oui. Ouais. Et on sait justement que... Mais juste un détail, tu vois. Oui. Donc, ça veut dire que ce qu'on vit, dans d'autres familles aussi, souvent, et même dans des familles des fois brisées, les enfants ou les petits-enfants vont avoir comme grands-parents un peu une référence, si tu veux, plus que leurs parents qui se sont chicanés, qui ont... Bon, c'est... OK. OK. Et l'actualité au niveau international, sur le plan ecclésial aussi, parle beaucoup de la famille. Hein? Ouais. On sait que l'automne passé, le pape François, justement, nous a invités à prier, à méditer sur la famille. Et il y a eu justement un synode, et dont justement la deuxième partie aura lieu l'automne prochain. Et de façon assez simple et générale, qu'est-ce que vous pensez sur la situation de la famille aujourd'hui, mettons ici au Québec? La famille demeure, malgré tout ce qu'on peut dire, et je lisais certains journaux en fin de semaine, la famille est quand même la base de la société. Oublions les parents, mais où on va aller la société? Qu'on le veuille ou pas, moi qui ai étudié en biologie, je pourrais tout dire, comment naît un enfant, etc. Mais il faut l'amour d'un homme et d'une femme. On pourrait dire n'importe quoi, mais c'est d'abord et avant tout ça. On peut bien faire des enfants en laboratoire. Ça ne fera pas une société aussi solide que si les enfants viennent d'un père et d'une mère. Bon, c'est clair. Sauf que, au fil des ans, c'est comme si ça va de soi. Alors pourquoi en parler? Mais oui, il faut en parler parce que justement, avec tout ce qu'on connaît dans le monde moderne, que ce soit l'Internet, tiens, où les gens ont peut-être moins le temps, se parlent moins. Ça va très vite. Ça va vite, etc. On s'oublie, on change beaucoup. Alors, il y a un effet sur les enfants, sur les adultes aussi. Alors, je me dis, on n'en parle peut-être pas assez. Et le pape François, je ne dirais pas que c'est étonnant, mais c'est vraiment une grâce de Dieu de dire, une minute là, on va faire un synode. Et à la fin du synode, donc de l'année passée, c'est comme s'il disait, je ne suis pas satisfait. Arrêtez avec juste des lois, là. Comment fait-on pour que si un couple, une famille vient voir monsieur le curé ou une personne engagée au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à faire un pas de plus? Un pas de plus en amour, là, qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Ah bon, et justement, celui qui va avoir lieu en septembre, fin septembre, octobre, c'est dans ce sens-là que le pape voudrait, et c'est pas pour rien que, c'est, je pense, la première fois en Église, que un questionnaire a été envoyé dans les diocèses et même à différents endroits, ici aussi, je pense. Il y a des gens ceux qui voulaient, répondaient aux questions. Tout sera accumulé et au synode, on va en discuter. Alors, c'est-à-dire que là, on va voir qu'il y a un aspect, je dirais, plus pastoral que dogmatique. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer ce qui est dans le catéchisme, là. Mais c'est comme si on va dire, mais comment prenons soin des gens? Et non pas juste des règles, mais comment allons-nous prendre soin des gens pour que les familles soient plus solides et que la base de la société et de l'Église soit aussi plus solide. Dans ce sens-là. Non, merci. On va se tourner vers justement la jeunesse qui grandit. Et comment toi tu vois ça, Elisabeth? Tu es au cégep à Montréal. C'est quoi le nom de ton cégep encore? Gérald Godin. OK, Gérald Godin. Et alors, tu côtoies certainement d'autres jeunes de ton âge. Et comment toi tu vois la famille, juste au contact de tes camarades et puis de ton entourage aussi? Je réalise que la famille s'est rendue vraiment variée, les différentes sortes de familles, parce qu'il y a les familles recomposées, il y en a que leurs parents sont séparés, ont des demi-frères, des demi-sœurs. Mais je pense que ce qui est réellement important, c'est si l'amour est présent, à la fin, c'est ce qui est important. C'est ce qui fait en sorte que c'est une vraie famille, peu importe les circonstances.
Et même si on a la même éducation, on voit vraiment la différence de l'importance de la famille. Les valeurs qu'on a quand notre famille est importante, ça influence beaucoup les gens et comment ils pensent. J'ose poser une question à Élisabeth. Oui. Parce que son père, sa langue maternelle, c'est l'anglais, donc notre fille est français. OK. Et elle parle aussi, Élisabeth, espagnol. Un petit peu. Quand même, Un petit elle est peu. italienne. Est-ce que tu vois une différence, je ne sais pas moi, entre mettons les familles plus anglophones, les francophones, ou italophones ou hispanophones, là? Mais c'est vrai que les gens, parce que je suis vraiment proche de ma famille, de tous mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousines, ça, on c'est est beau. vraiment proches. Puis les gens, ils me disent, ah, t'as vraiment comme une famille anglophone. Je trouvais ça un peu spécial au début, mais c'est vrai qu'on a vraiment une importance pour la famille, peut-être plus du côté anglais, je sais pas. Parce que Ça du côté compte plus, francophone aussi, c'est oui. juste que les gens, ils me disent que j'ai comme une famille plus anglophone à cause de ça. OK. Mais je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des gens en général. Est-ce que toi, tu trouves qu'au niveau de l'équilibre, justement, de la famille, hein, comme pour revenir à ce que Gérard disait, le fait qu'il y ait de moins en moins aujourd'hui de couples qui sont appelés traditionnels, mais c'est fondamental. On sait que la société, depuis toujours, est ainsi faite. Un père et une mère. Comment tu vois ça aujourd'hui, en voyant justement toute cette sorte d'enfants, de jeunes que tu côtoies au quotidien avec parfois trois pères, hein, deux mères. Comment tu vois ça? Je vois la différence. Ça paraît quand un enfant a grandi avec ses deux parents. Comment ça paraît on voit une différence sur comment ils ont grandi, leur relation avec leurs parents, comment ils sont proches, puis leur esprit de famille, puis leur vision de ce qu'ils veulent pour leur futur. Je pense que ça affecte aussi, c'est aussi affecté par cela. Quand ils ont grandi avec une famille, quand ils passaient une semaine chez leur père, une semaine chez leur mère, il n'y a pas autant le sentiment de famille, je pense, que quand on a grandi, on est 5 dans la famille, on a toujours été les 5 ensemble. Alors, c'est différent l'importance qu'on accorde à la famille dans ce cas-là, ce que je dirais. Merci. Alors peut-être pour justement revenir encore de façon plus spécifique sur l'Observatoire, qui est l'objet aussi de notre propos, sur les familles en pastorale. Je vois, et moi-même j'en suis des immigrants, le phénomène des immigrants est de plus en plus récurrent ici au Québec, particulièrement. Et on voit que cette ampleur fait en sorte que, qu'on le veuille ou pas, ben, il faut aller justement rencontrer toutes ces personnes et ces groupes ethniques aussi qui arrivent de divers endroits. Alors, est-ce que vous, de façon précise à l'Observatoire, est-ce que vous allez aussi voir ces gens, ces groupes ethniques? Oui. Est-ce que c'est nécessaire aussi d'en parler à ces familles? Ah oui. C'est que souvent, lorsqu'on dit, tantôt tu parlais des sortes de familles, c'est ça que tu disais, on pense souvent aux familles monoparentales, recomposées, brisées et familles traditionnelles. Mais il y en a beaucoup. Il y a les familles qui émigrent. Et souvent, on voit ça au Québec à cause de diverses situations. Soit la femme et les enfants arrivent en premier, ou c'est le mari qui arrive en premier et il est ici pendant 6 mois sans les voir. Oups, comment on va accueillir tous ces mondes-là? Ensuite, il y a aussi beaucoup d'autres sortes de familles. Donc, pour venir à la première partie de la question, oui, on essaie de travailler, et justement, quand je disais tantôt d'Élisabeth qu'elle parle l'espagnol, on a tout un réseau de familles latino, que j'ose dire, qui travaillent avec nous parce que les gens arrivent souvent ici avec une base chrétienne profonde. Mais là, ils sont mélangés avec nos Québécois, puis là, ils se disent « Ah, mais regardons ça, mon Dieu, les familles sont brisées. Est-ce qu'on est normal, finalement, d'avoir une famille solide? » Et ils ont beaucoup de liens entre eux. Ce que je pense, nous avons perdu un peu. Ah, donc, les familles, entre autres latinos, mais d'autres aussi, nous apportent, on ne fait pas juste les aider, mais nous apportent aussi comme des éléments qui nous disent « Hey, les bases solides, là, les avez-vous perdues, là? Voici pourquoi. » Bon. Il y a les familles aussi dont un ou l'autre des parents perdent l'emploi. Oh, qu'est-ce que c'est? Une famille qui a de la maladie, une famille qui... Un enfant naît handicapé. Alors, il y a beaucoup de sortes de familles comme ça. Et bon, évidemment, nous commençons à l'Observatoire, ça ne fait que 3 ans à peine. Mais on voit
à la fois tout l'aide qu'on peut apporter, mais aussi ces gens-là, l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Encore tout à fait dernièrement, une dame, un couple a eu un enfant handicapé, physique, là. Ben là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais comment eux, ces deux-là, sont capables de nous apporter la joie de vivre aussi? Comment même avec un enfant handicapé, puis il va être handicapé toute sa vie, à moins que, ou d'un miracle ou d'une guérison insoupçonnée, et comment, donc, cette famille-là sont capables d'accepter un enfant handicapé? Et là, de plus en plus, bon, je me regarde, là, les personnes âgées sont de plus en plus... avant, on mourait beaucoup plus jeunes, mais là, ils sont de plus en plus vivantes. Alors, comment on vit aussi à 3 générations, et même des fois 4, alors comment on intègre les personnes plus âgées? Parce que le bagage, le bagage que j'ai est quand même important. Alors, comment je vais aider des jeunes familles à cause de mon bagage comme ça? Donc, on voit la diversité des bagages. Et c'est ça notre rôle à l'Observatoire, c'est de recueillir tout ce qui se fait, encore une fois, de beau et de bon, pour mieux aider ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Bon, en gros, là, parfait. Puis Elisabeth, sûrement que tantôt tu parlais d'espagnol et anglais, hein? Oui. C'est ça? Alors, sûrement tu vas souvent interviewer, il t'arrive d'aller interviewer aussi les gens qui parlent ces langues. Comment est-ce que tu t'y prends? Jusqu'à date, j'ai pas encore eu l'opportunité d'interviewer des gens dans d'autres langues, mais peut-être plus tard. Mais ce que j'aimerais dire pour rajouter à ce que mon grand-père a dit, cet été, j'ai fait un voyage humanitaire au Costa Rica. Et au Costa Rica, dans le village, c'était une famille. Sur la rue, il y avait les grands-parents, comme les 2 sœurs, donc c'était les cousins qui vivaient à côté, ils étaient voisins, ils passaient vraiment beaucoup de temps en famille. C'était vraiment la chose la plus importante. Et les gens pouvaient rentrer quand ils voulaient, la porte restait toujours ouverte. Alors, ils venaient de déposer leurs neveux et nièces à une maison. Après, ils allaient faire des courses, ils revenaient les chercher. Ils ne devaient pas demander. Si quelqu'un voulait souper, ils ne devaient pas demander. C'est naturel. Puis je trouve qu'on avait un peu perdu ça, mais ça m'avait vraiment touchée quand je suis allée là-bas, voir ça. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là que les autres cultures peuvent nous apprendre et nous rappeler les bases importantes. OK, bon, c'est parfait. Est-ce que, pour les Anglais, est-ce que tu as aussi des contacts avec des familles anglaises ou à Montréal, j'imagine? J'en côtoie, c'est certain, en partant avec ma famille, nos amis de famille. Alors, je côtoie plusieurs sortes de familles, surtout le fait que je suis allée à l'école internationale. Il y avait beaucoup de différentes cultures. Alors, oui. D'accord. Et comment tu trouves ça, justement, ce lien-là entre les diverses cultures? Pour toi, personnellement, comment est-ce que tu trouves? Est-ce que c'est enrichissant ou... Oui, c'est sûr. C'est vraiment enrichissant parce que tout le monde amène quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on grandit en ramassant des expériences ou des conseils de différentes personnes, différentes cultures, différents points de vue. On peut s'enrichir en tant que personne. OK. Et j'ose ajouter... Je t'en prie. Ceci, à un moment donné, dans une paroisse, en fait, l'animatrice de pastorale trouvait que dans son groupe, 2 enfants ne parlaient pas beaucoup. Bon, ce n'étaient pas des Québécois d'origine, enfin des francophones d'origine, et à un moment donné, elle a dit, « Est-ce que vous comprenez bien le français? » « Oui, oui, madame, on comprend très bien. » Puis elle voyait qu'il parlait très bien français. Et donc, cette dame-là rencontre les parents. C'est curieux, je ne sais pas, vos enfants, est-ce qu'ils sont gênés, savez-vous? Ils parlent à peu près jamais dans notre groupe. Et les parents, qui étaient d'origine égyptienne, disent ceci, vous savez, un enfant bien élevé ne parle pas en groupe. Si je dis ça, c'est que ça aussi, il faut connaître des milieux différents pour dire, ah, regardons ça, leur mentalité, c'est ceci, leur mentalité, c'est cela. Alors, c'est intéressant de connaître d'autres mentalités pour mieux comprendre les gens et mieux se faire aussi saisir par ces gens-là également. Voilà. Oui, merci. Et j'aimerais rajouter vite aussi, ça nous aide à avoir une plus grande ouverture d'esprit, de respecter les différentes choses quand on les comprend. Alors, ce qui est surtout important à Montréal, oui, on trouve c'est vraiment important d'avoir cette ouverture d'esprit. Absolument. Puis je trouve ça bien parce que ça fait aussi le lien avec
avec, j'allais dire, le sentiment, puis pas juste le sentiment, mais vraiment cet amour qu'on a justement envers Dieu, hein, de dire que Dieu est justement le Père de tous et de toutes. Oui, et donc, oui, oui. de l'intégrer déjà en soi et de pouvoir le propager aussi autour de nous. Par exemple, j'ai trouvé une pensée très intéressante hein, qui pourrait appuyer ce qu'on dit, d'Olivier Clément au XXe siècle, c'était un moine orthodoxe, et qui disait une civilisation où on ne prie plus, c'est une civilisation où la vieillesse, par exemple, n'a plus de sens. Et je fais le lien avec les personnes aînées parce que ça se tient. Si les aînés n'ont pas de respect, les plus jeunes, forcément, ne pourront pas se respecter entre eux aussi. Et donc, comment vous voyez ça avec le lien, peut-être en 1 ou 2 minutes, le lien de la spiritualité avec, justement, tout ce qu'on venait de dire tantôt, dans la famille et puis votre travail en particulier en observatoire sur les familles. Oui, c'est ça. Tantôt, on a parlé, Elisabeth et moi, on a parlé un peu de l'amour. Alors, pour nous, un chrétien, Dieu est amour. Mais pour comprendre Dieu, j'ose dire, ben, il faut comprendre au moins qu'est-ce qui se passe dans la famille. S'il y a de l'amour, on peut se dire, ben, hey, ça va être formidable quand on va rencontrer Dieu. C'est bon, je veux dire. OK. C'est bon. Donc, vous partez vraiment de Dieu, amour, pour pouvoir... OK. Et est-ce que vous ressentez au niveau des enquêtes que vous faites, justement, auprès des personnes qui vont ensuite, justement, voir les familles, quelle est, j'allais dire, la température, justement, au niveau spirituel, si j'ose parler ainsi, de la spiritualité? On dit que dans une famille, quand ça fonctionne bien, c'est s'il y a une bonne communication, si la parole est bonne. Hein? Si on ne se parle pas. Et moi, l'expérience que j'ai, entre autres à l'Observatoire puis autrement, c'est que je me rends compte que si on utilise la parole avec un grand P, donc l'Évangile entre autres, les textes d'Évangile, on se rend compte qu'on rejoint beaucoup, beaucoup de gens. Je donne un court exemple, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Oui. Quelqu'un me parlait de la communication et du silence. Et j'ai osé prendre l'Évangile de la femme adultère. Alors, on voit la femme adultère arriver, les pharisiens qui disent à Jésus qu'il est en train de barbouiller sur le sol, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Puis là, il dit, Maître, là, il dit, elle a un problème, on la condamne parce qu'elle était adultère, puis qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu suis la loi de Moïse, etc., etc. Et lui, il répond à peu près pas, il attend, il parle, laissez-les. Il laisse parler, il dit juste une phrase, mais ceux qui sont sans péché, là, qui lancent la première pierre. Et on dit que, oups, il n'y a pas eu de grosse conversation, mais les parents, enfin, pas les pharisiens, pardon, quittent, puis elle est tout seule. C'est comme si Jésus dit, dans une famille, à cause de la parole, justement, il dit, écoutez, là, le péché, je le condamne, mais jamais les humains. Alors, suite à cette expérience-là, les gens ont dit, c'est bien trop vrai. Des fois, on dit des choses absolument inutiles. Peut-être qu'il faut garder silence. Et si on parle, si on a trouvé des choses utiles. Alors, donc, pour venir à cette question, c'est important de faire le lien dans une famille avec l'amour, etc., mais aussi avec la parole et la parole de Dieu comme ça. Merci beaucoup, Gérard. On s'achemine malheureusement vers la fin de l'émission. Voilà. Les bonnes choses ayant aussi une fin, mais de façon assez synthétisée en quelques instants. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre pour poursuivre? Ben, d'abord, il y a le site Internet que mademoiselle ajuste régulièrement. Alors, c'est observatoiresurlesfamilles.com. Facile à retenir, n'est-ce pas? Et ensuite, je pourrais, pour les prochaines semaines, vous laisser peut-être des capsules que vous pourrez voir à votre émission. D'accord. Donc, on pourrait avoir d'autres émissions éventuellement pour suivre des capsules concrètes. Voilà. Mais c'est sûr qu'à Observatoire sur les familles, vous aurez différentes pages et ils peuvent communiquer aussi avec nous. Les gens peuvent communiquer aussi avec nous. Voir des nouvelles aussi, des événements à venir également. OK. J'imagine que vous avez une page peut-être au niveau Facebook ou alors où est-ce qu'on peut vous... Pas encore. On a YouTube, mais pas encore Facebook. D'accord. Voilà. OK, parfait.
Bon, ben, je vous remercie Ça me infiniment. fait plaisir. Et, Merci. ça nous a fait plaisir, évidemment, d'accueillir aujourd'hui un grand-père et une de ses petites filles pour venir nous parler bien humblement du travail qu'ils font en pastoral auprès des familles. Vous l'avez vu, c'est l'Observatoire sur les familles en pastoral. Et vous avez compris comme moi, c'est très vaste. Alors, ça nous a fait plaisir de vous accueillir, Merci, Gérard, Félix. Elisabeth, et bonne continuation. Merci Et beaucoup. nous prions pour vous. Merci. Alors, merci et à bientôt.